Aux défenseurs de l'Ossétie du Sud, 1989-2008, j'ai vu ces traces de tir, apparemment des impacts d'éclats d'obus. Vous avez un écran géant avec des images de la guerre des années 90 et de 2008, et les drapeaux de l'Ossétie et de la Russie côte à côte. Regardez, c'est étrange ce que je disais sur Staline. Avec le Z, je viens de tomber sur la représentation officielle de la Transnistrie. Comment va la vie ici ? Normal, très bien, voilà, très bien. Bonjour depuis Vladikavkaz, la capitale de la République d'Alanie-Ossétie, ici dans le Caucase russe. Aujourd'hui, je pars pour Tskinvali, capitale de l'Ossétie du Sud, un territoire non reconnu par la plupart de la communauté internationale. Et ça promet d'être intéressant, on y va. Les pratiques de guerre hybride existaient déjà, et étaient point décrites depuis des siècles. C'est au début de ce siècle que l'analyste militaire américain Frank G. Hoffman et d'autres auteurs ont commencé à populariser le terme. Ce type de conflit se caractérise entre autres par la combinaison de tactiques de guerre conventionnelles avec des stratégies non conventionnelles, telles que la guerre informationnelle. Réseaux sociaux, cyberattaques, terrorisme, insurrection, séparatisme. Ces pratiques de guerre de nouvelle génération, appelées doctrine Gerasimov, ont été évoquées par le chef de l'État. En 2013, le major des forces armées de Russie a analysé dans un discours les méthodes et actions des États-Unis contre la Russie ces dernières années. Dans le cas de la guerre d'Ossétie du Sud, en 2008, des attaques conventionnelles ont été combinées avec des troupes terrestres et des bombardements aériens, en plus de cyberattaques contre les infrastructures et médias géorgiens. Ces événements, modèles précoces de guerre hybride, ont marqué l'intégration des cyberattaques dans les conflits modernes. Après avoir été en Abkhazie il y a quelques années, cette fois nous visiterons l'Ossétie du Sud. Un conflit qui, bien que lié au pays abkhaze, possède sa propre spécificité. Voici la Marsoutka qui va m'emmener à Djimbal. J'ai déjà mon billet, 500 roubles et environ 4 heures de voyage. Cela dépend du temps que prendra le passage de la frontière. Nous commençons déjà à monter, on sent bien qu'on grimpe la montagne. Par la route qui relie la Russie à l'Ossétie du Sud, une route clé qui revêt une grande importance commerciale et stratégique. Ici, parallèle à la route, je ne sais pas si vous le voyez avec cette caméra, mais on voit la ligne électrique qui relie la Russie à l'Ossétie du Sud, et c'est parce que l'alimentation électrique doit venir de Russie. Avant, à l'époque soviétique, elle était connectée à la République de Géorgie. Après le conflit, tout cela a pris fin. Une énorme ligne à haute tension qui fournit de l'électricité au territoire d'Ossétie du Sud et qui traverse toutes ces montagnes. Nous traversons déjà des tunnels et dans peu de temps, nous passerons celui qui relie définitivement la Russie à l'Ossétie du Sud. Un autre tunnel qui a joué un rôle très important dans le conflit et que les milices et les troupes russes ont réussi à contrôler dans les premières heures de celui-ci. Après les affrontements de 1991 entre l'armée géorgienne et les milices ossètes, l'économie de l'Ossétie du Sud s'est progressivement tournée vers la Russie et s'est éloignée de la Géorgie. Cette dépendance s'est accentuée dès 2008, l'économie de l'Ossétie du Sud dépend surtout de l'aide financière russe, qui finance des projets d'investissement locaux, ainsi que le gaz ou l'énergie électrique. Beaucoup vivent encore d'une économie de subsistance et masent sur le développement touristique pour attirer les touristes russes. Le contrôle du tunnel de Roksky et de ses droits de douane contribue également à l'économie sud-ossète, bien qu'aucune information ne soit disponible sur le montant de cette contribution. Construit par les soviétiques dans les années 1980, ce tunnel était alors le plus grand tunnel routier de l'Union soviétique. Avec près de 4 km, il relie le territoire de la Russie à l'Ossétie du Sud, et avant 2008, c'était la route la plus courte de la Russie vers la Turquie et l'Iran, à travers Tchigambal et Gori. Ça y est, je suis arrivé à Tchigambal, la capitale de l'Ossétie du Sud.
Une journée pluvieuse, aujourd'hui, ça va être une vidéo sous la pluie. J'ai mis en tout environ 4h30 et bon par la route sinueuse entre les montagnes. Ça ne m'étonne pas que les Alains aient fini en Espagne, tu sais, ces tribus qu'on appelait les barbares, comme les appelaient les Romains. À la frontière, nous sommes restés un bon moment. D'abord, parce qu'ils n'ouvraient pas la barrière au chauffeur, qui s'est énervé, il klaxonnait là, je ne sais pas. Une image assez particulière, je n'ai jamais vu un chauffeur de bus presser les policiers. Ensuite, à part ça, ils m'ont aussi posé quelques questions, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Et le chauffeur m'a réprimandé et il dit « Mais enfin, et aux policiers aussi, pourquoi vous le gardez là aussi longtemps ?» Il était énervé et disait qu'il allait perdre son travail. Et maintenant, tout juste arrivé, je me dirige vers le parc central, comme il me l'a dit. Le chauffeur dit aussi « Ici, il n'y a rien à voir, qu'est-ce que tu fais ici, mec? En plus, il pleut, qu'est-ce que tu vas voir ?» Un gars de mauvaise humeur, mais marrant. Et regardez, comment sont les plaques d'immatriculation d'Ossétie du Sud, la République d'Ossétie du Sud? Là, vous les avez avec le drapeau blanc, rouge et jaune. On voit aussi beaucoup de plaques d'immatriculation russe, car l'influence russe est très marquée, surtout depuis 2008. Regardez ce qu'on peut trouver ici dans les rues de Trimbal, une vigne avec les raisins presque mûrs, presque prêts. Ça doit être presque prêt à être récolté, dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Au maximum 1 mois, ils seront déjà en train de les récolter et de faire du vin. Parce que c'est aussi une région célèbre, enfin pas célèbre pour ses vins, comme ça peut l'être ailleurs. Je ne sais pas, comme la Rioja ou la Ribera del Duero, mais c'était quand même une région productrice de vin. Les premières impressions sont que c'est une ville assez bien entretenue, propre. Évidemment, ce n'est pas un centre économique dynamique, parce que c'est très petit. Il n'y a que cette République d'Ossétie du Sud, 50 000 habitants. C'est presque ce que j'allais dire. On dirait que c'est propre, ordonné et juste. Je marche rue Pouchkine et je tombe sur ces traces. Pas de tir, mais ce qui semble en être, des éclats d'obus sur ce mur. Ce sont les premiers que je vois. Tout était donc plutôt reconstruit. Les Ossètes actuels descendent des Alains, des nomades iraniens venus dans le Caucase après la chute de l'Empire romain et les invasions uniques au IVe siècle. Certains Alains se sont installés et mêlés aux autres peuples caucasiens de la région. Et à mesure qu'ils se sont consolidés, ils ont été appelés par d'autres peuples Os et Asi pour désigner les descendants des Alains. Quand l'Empire russe s'est étendu dans la région au XVIIIe et XIXe siècle, les administrateurs russes les ont nommés Ossètes, consolidant leur identité ethnique moderne. D'autres Alains ont rejoint les tribus barbares, franchissant les Pyrénées au XXe siècle vers l'actuelle Espagne. Bien qu'ils aient été absorbés par d'autres tribus germaniques, leur influence génétique et culturelle aurait perduré chez les habitants de la péninsule ibérique. Plusieurs historiens lient les mariages mixtes des Alains en péninsule à l'élevage de l'alano espagnol, utilisé pour le pâturage et la guerre. Il a ensuite joué un rôle clé dans l'Espagne du siècle d'or, surtout lors de la conquête de l'Amérique. Et il a soutenu les tertiaux, ainsi que lors des chasses et de la tauromachie. Je vais essayer quelque chose avec ma carte russe MIR, le système de paiement MIR. Je vais voir si je peux retirer de l'argent. Ici, en Ossétie du Sud, quelques roubles, des roubles russes, qui sont ceux utilisés ici, voyons voir.
2000 roubles, soit environ 20 euros. Zéro commission. Sérieusement, regarde cet écrit là, il est indiqué zéro commission. On verra plus tard si la banque russe me facture quelque chose, mais pour l'instant ici, rien du tout. Voilà mes roubles russes. Oui, retirer de l'argent en Ossétie, c'est fait. Je ne pensais pas pouvoir le faire sans commission aussi facilement. Ici, je savais qu'ils acceptaient la carte MIR. Par contre, si vous venez avec une carte Visa ou Mastercard, ils ne l'accepteront pas, mais la MIR russe, oui. Regardez, et ici, en me promenant encore dans les petites rues, il y a une vigne avec des raisins. C'est comme ça que ressemblent les rues adjacentes au centre, en Ossétie du Sud, à Trymbal. Regardez, quelle petite boutique déjà fermée, ils ont mis un cadenas. Ici, il est écrit « Pyraginas », qui sont comme des chaussons à commander. Eh bien, les pyraguis sont la nourriture typique d'ici. En fait, il y a des pyraguis pour Cetinski qui portent justement ce nom, parce qu'ils viennent d'ici. On voit beaucoup de petits commerces, ainsi que des magasins de produits. Et par exemple, comme celui-ci, ici et ici. Nous avons une plaque en l'honneur de quelqu'un, mais c'est écrit en ossète, et je ne comprends en rien. D'après ce que je vois dans les initiales, ça doit être un membre du comité de la République socialiste de Géorgie à l'époque de l'Union soviétique. Eh bien, en me promenant dans les rues ici, dans la capitale de Trymbal, je viens de tomber sur une fête. Je me demandais pourquoi il y avait autant de drapeaux russes, autant de drapeaux d'Ossétie du Sud. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le 26 août, je visite l'Ossétie du Sud, le jour où la Russie a reconnu internationalement l'indépendance de ce territoire le 26 août 2008. J'ai vu le président, un marché des enfants, de nombreux policiers et la télévision. Ici, derrière moi, se trouve le mémorial aux soldats tombés pendant la guerre. Je ne sais pas dans laquelle des deux, si celle de 1991 ou celle de 2008, mais le voici. Vous pouvez voir à côté de cette magnifique église avec un style totalement géorgien que l'on peut voir en Géorgie. Je dirais même qu'en Arménie, on trouve aussi des constructions similaires à ce type. Et vous voyez ce qu'est un ange avec la croix sur la poitrine et une épée en 1991. L'Ossétie a d'abord revendiqué le statut de république, puis l'indépendance face à la Géorgie. Et un conflit a commencé qui a coûté la vie à environ 1000 personnes. Depuis lors jusqu'en 2008, date du conflit suivant, il y a eu un calme tendu durant lequel la Russie a commencé à gagner en influence, sans avoir reconnu la République au niveau international, mais en distribuant des passeports aux citoyens ossètes. Eh bien, tout en gagnant beaucoup d'influence économique. Une force conjointe de maintien de la paix géorgienne et russe a également été mise en place, qui a plus ou moins maintenu, comme je l'ai dit, le calme tendu dans le territoire. Ce conflit s'est terminé par la signature des accords de paix par Shevardnadze, qui était un ancien ministre de Gorbatchev en Union soviétique, un ministre géorgien qui n'était pas d'origine géorgienne. Shevardnadze a été président de la Géorgie jusqu'à ce qu'il perde les élections quelques années plus tard. Saakachvili, un président, je ne sais pas si je dois dire antagoniste ou opposé à ce que représentait Shevardnadze, pas l'Union soviétique, mais le rapprochement avec la Russie et Saakachvili. Il avait étudié aux États-Unis et menait une politique justement plus proche des États-Unis et de l'Occident. En fait, parmi beaucoup des politiques qu'il a menées, celles qui sont peut-être les plus liées à ce conflit avec ce territoire sont la demande d'adhésion à l'OTAN et l'intention de récupérer les territoires qui se sont déclarés indépendants, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, en 2008. En août 2008, le conflit commencerait et il ne durerait que quelques jours. Les troupes géorgiennes affirment vouloir pacifier ce territoire par une opération antiterroriste, non policière, visant à désarmer les milices locales. La Russie a réagi fermement et, peu après, la paix a été signée. Elle a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.
Ensuite, le Venezuela, la Syrie, Nauru et le Nicaragua ont aussi reconnu ces États. Pour les Géorgiens, l'Ossétie du Sud est appelée Djimbali ou Samaklabo, noms issus d'une famille aristocratique géorgienne présente du XVe siècle à l'arrivée de l'Empire russe au XIXe siècle. Et ils le considèrent comme faisant partie de leur pays, même si de facto il est indépendant de la Géorgie. On peut parler de tensions entre Ossètes et Géorgiens. Depuis le Moyen Âge, lors de l'âge d'or du royaume de Géorgie, il est devenu un phare de l'Orient chrétien malgré des alliances et mariages avec les Alains, aussi chrétiens orthodoxes. L'arrivée de l'Empire russe a fait émerger des différences. Bien qu'ils soient restés calmes sous l'Union soviétique, à sa fin, les hostilités entre les deux ethnies sont devenues intenables. Je viens de tomber sur un buste d'Ivan Georgievitch Gavarev. Il est indiqué comme le premier écrivain et diplomate ossète. Allons voir ce qu'il y a dans l'église. À côté de l'église. Je viens de tomber sur la représentation officielle de la Transnistrie, un autre territoire sans reconnaissance internationale, et comme vous pouvez le voir, ils ont tendance à se reconnaître entre eux. C'est très typique à voir. Voilà ce qui se passe avec la Transnistrie, le Haut-Karabakh, l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, et ici vous avez la représentation diplomatique de la Transnistrie. Quelque chose bien sûr d'unique et que l'on ne voit pas souvent. Regardez, quelle vieille et petite maison dans ce couloir ici, en briques cuites, magnifique. Le paysage ici est très beau. S'il ne pleuvait pas, on verrait toutes les montagnes. Là-bas, c'est la Russie et la chaîne du Caucase, et là, à 2 km, c'est la Géorgie. Cymbal, capitale de la Sétia du Sud, est située presque à la frontière de ce territoire avec la Géorgie. Derrière ces montagnes, nous avons déjà le pays caucasien, territoire de droit. C'est curieux, non, ce panneau? Eh bien, on voit ça dans d'autres pays et aussi en Russie. Les photos et les détails des criminels recherchés. Certains panneaux, comme ceux sur les stupéfiants, sont un fardeau pour l'avenir. La drogue, allez, vie libre sans stupéfiants, sans drogue et plus de seringues. Par là, il y a des avertissements contre les conducteurs ivres et des photos de voitures détruites, des accidents de la route. Un autre bâtiment criblé de balles que je viens de croiser en marchant. Mais si vous regardez bien, il est à moitié caché, non? On voit les impacts de balles là-haut, quelques restes d'éclats, même si ce bâtiment est évidemment abandonné. Et en bas, on dirait qu'ils ont essayé de mettre du plâtre et de les peindre. Pour être honnête avec vous, je n'en ai pas vu beaucoup, hein. Il faut être honnête. Il y a plusieurs bâtiments abandonnés, beaucoup d'autres en construction. On voit aussi que ce sont des constructions faites par les gens eux-mêmes. Comme il manque toutes sortes d'industries, eh bien brique par brique, petit à petit, on reconstruit. Mais oui, c'est bien. Je dis cela parce que, à la différence de l'Abkhazie, en Abkhazie, il y avait vraiment des zones qui semblaient très criblées de balles et très abandonnées, aussi parce que l'Abkhazie est plus grande, il y a plus de population, et là je viens juste d'arriver. Ça, c'est bien le monument à la gloire militaire, aux héros, c'est écrit là, aux défenseurs de l'Ossétie du Sud, 1989-2008. Là, vous les avez tous les deux, aussi bien en 2008, ce sont les soldats. Quand l'Union soviétique est tout juste tombée, et plus tard, en 2008. Et vous avez toutes ces roses, elles sont fraîches, hein?
Elles viennent d'être déposées, sûrement quelqu'un les a laissées ce matin avec la commémoration de la reconnaissance internationale de la Russie envers l'Ossétie du Sud. J'imagine que la délégation est venue ce matin avec le président et d'autres personnalités pour faire l'offrande florale. La guerre de 2008 est connue comme une guerre brève, mais intense. Le 7 août, la Géorgie a lancé une offensive militaire massive en essayant de reprendre Tsimbal des mains des milices, justifiant l'action par les attaques antérieures des séparatistes contre des villages géorgiens. Le 8 août, la Russie avait condamné l'attaque, contrôlé le tunnel de Roksky et bombardé intensément Tsimbal. Elle affirmait protéger ses citoyens, de nombreux Ossètes ayant déjà des passeports russes. Le 3e jour, l'Abkhazie a ouvert un second front et expulsé les Géorgiens. Les forces russes ont chassé les Géorgiens de Tskinvali et étendu leur offensive en Géorgie, touchant Gori, ville natale de Staline, et d'autres cibles militaires. Finalement, le 12 août, la Russie a déclaré la cessation des hostilités après la médiation du président français, Nicolas Sarkozy, au nom de l'Union européenne. Cette guerre ferait environ 800 morts et près de 20 000 déplacés permanents, selon Human Rights Watch. Le 26 août 2008, peu après la fin du conflit, la Russie a reconnu officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Regardez ce détail, ce soldat apparaît ici sur le mémorial, avec un fusil de sniper. Je ne sais plus si c'était le premier, le deuxième ou le troisième jour. On l'appelle le jour des snipers ou la guerre des snipers, la bataille des snipers, plutôt parce qu'on a commencé à tirer aussi bien du côté géorgien que du côté des milices vers les postes frontaliers. C'est là que les hostilités ont commencé à s'intensifier et, par la suite, les troupes de maintien de la paix russe Monténégro sont intervenues. Vous pouvez voir ici des soldats tombés, aidés par d'autres en position de combat, des chars détruits, des bâtiments également criblés de balles et la silhouette des montagnes du Caucase. C'est un territoire très montagneux, bien que Tsimbal soit dans une vallée. Enfin, en haut, 2 colombes de la paix et apparemment les drapeaux, sans couleur, de l'Ossétie du Sud et de la Russie. Les héros glorieux resteront à jamais dans la mémoire du peuple. Et là, sur l'autre inscription, vous avez la langue ossète pour que vous puissiez voir la différence. Ils utilisent l'alphabet cyrillique, mais regardez ici comment il est écrit que c'est pour les défenseurs de l'Ossétie du Sud, comme je l'ai dit auparavant en ossète. Ce serait quelque chose comme ça, comme... Désolé, je ne peux pas lire la suite. Mon Dieu, c'est une langue indo-européenne ancienne. Ça sentait super bon. Mais évidemment, je ne vais pas manger tout le gâteau, sinon il va se gâter. Ensuite, si j'en ai l'occasion, je vous montre, ça c'est Piraskia, Cetinski. Ils sont délicieux. Regardez, une autre chose que vous pouvez trouver dans les rues, ce sont des affiches renommées pour les héros, mémoire éternelle aux héros. C'est écrit là, en dessous, et maintenant de retour à la gare, plus mouillé qu'un chien dans la rue. Poutine. C'est très typique dans le Caucase, ce n'est pas la première fois que je vois qu'ils donnent une rue à Poutine. Je l'ai déjà vu en Tchétchénie, en Ingouchie et ici en Ossétie du Sud aussi. Bien sûr, c'est le président qui a reconnu l'Ossétie du Sud au niveau international comme territoire indépendant. Et en plus, si vous vous promenez dans les rues de Tchinvali, en Ossétie du Sud, vous trouverez aussi la rue Staline. Staline était géorgien, comme beaucoup d'entre vous le savent, et ici, il est très apprécié, les Ossètes l'apprécient beaucoup.
C'est la même chose quand vous traversez la chaîne de montagnes en Ossétie du Nord, là où nous avons commencé la vidéo aujourd'hui. Là aussi, vous verrez des bustes, des statues, et les gens ont sa photo sur les stands de nourriture, au marché, dans les magasins. C'est quelque chose qu'on voit à peine dans le reste de la Russie. Regardez, jetez un coup d'œil à ce qu'on peut trouver en se promenant dans les rues. À l'université d'ici, à Tchimbali, en Ossétie du Sud, vous avez un écran géant avec des images de la guerre des années 90 et de celle de 2008. Des interviews avec les combattants et les drapeaux ossètes et russes côte à côte. N'oublions pas le Z et le V associés au ruban de Saint-Georges, symbole de soutien à l'opération militaire spéciale. Regardez ce que je vous disais, et à côté de l'université, vous avez cette école, l'école numéro 3, entièrement rénovée, et sur cette affiche, il est écrit ce qui prouve l'aide russe ici à ce territoire. Il est écrit objet ou bien bâtiment construit avec l'aide financière de la Fédération de Russie en 2020-2021. Et avec une plaque à côté qui dit que cette même école, pendant la guerre patriotique, pendant la Grande Guerre patriotique de 1942 à 1943, a servi d'hôpital de campagne. Magnifique mosaïque que je viens de trouver ici avec des images de la culture ossète. Vous pouvez voir le bétail, la musique, la montagnarde typique, les vêtements, aussi l'exploitation minière plus tard dans l'industrie soviétique, la littérature, les poèmes, les écrivains. Et ceci doit être la mère nature. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est une de leurs divinités, présente partout dans les montagnes du Caucase. Ce sont des populations qui, traditionnellement et historiquement, ont beaucoup cru aux esprits de la nature, jusqu'à ce qu'ils acceptent, plus tard, des religions monothéistes. En Ossétie, ils ont adopté le christianisme avec les missionnaires byzantins arrivés au XIIe et XIIIe siècle. Regardez ce que je viens de trouver. Aussi précisément, un mémorial aux soldats et officiers des forces de la paix qui ont défendu le peuple et l'indépendance de l'Ossétie du Sud au prix de leur vie, avec l'inscription MS, qui était ce que ces troupes de la paix portaient sur leur casque, et la flamme éternelle. Là-bas en bas, et ici, cette fresque dit « Merci pour votre travail aux médecins, j'imagine que c'est pour le Covid, à cause de la pandémie avec le masque. » Et voici les territoires de l'Ossétie du Nord et de l'Ossétie du Sud. Si je ne me trompe pas, et il est écrit là-bas, en bas, Alania Uni. En 2017, il a été approuvé par référendum de changer le nom de l'Ossétie du Sud, d'y ajouter aussi Alania comme pour l'Ossétie du Nord, et de cette manière qui rappelait l'époque de l'Empire Alan, qui a duré des 8e et 9e siècles jusqu'au 11e et 12e siècle, jusqu'à ce que les Mongols arrivent et les effacent pratiquement de la carte. Alors que je suis sur le point de prendre le bus, quelqu'un m'appelle pour m'emmener à Vladikavkaz, mais bon, c'est au cas où je rate le bus. Je voulais dire que nous sommes sur la place centrale, pas à l'endroit où l'excursion a commencé. Par ici, là, vous avez la gare routière Avtovoxal. Cette place ou rue rend hommage aux forces de maintien de la paix, comme vous pouvez le voir derrière moi. Petite fresque dédiée aux forces de maintien de la paix avec les drapeaux russes et sud-ossètes représentant un soldat et l'inscription Maintien de la paix 26-08-2008, date de la reconnaissance de l'indépendance de l'Ossétie du Sud par la Russie. Les relations entre la Russie et la Géorgie restent tendues et très politisées, mais reposent pas sur le pragmatisme. Les deux parties tentent un rapprochement et cherchent une solution avantageuse pour tous sans aggraver la situation. Bien que certains secteurs en Ossétie du Sud plaident pour l'unification avec l'Ossétie du Nord, ce qui impliquerait une adhésion à la Fédération de Russie, la Russie n'a pas franchi ce pas. Pendant ce temps, en Géorgie, la majorité de la population cherche à adhérer à l'Union européenne. Pourtant, ils ont récemment adopté la loi sur les agents étrangers, contredisant totalement ce souhait. Celle-ci était considérée par les dirigeants de Bruxelles comme un rapprochement avec Moscou. Les liens commerciaux et économiques entre les deux pays sont importants dans les domaines du gaz, du tourisme, du vin ou de l'eau minérale. Malgré l'hostilité politique, le commerce a augmenté ces dernières années. C'est le point commun de compréhension géopolitique de cette question complexe.
Regardez, c'est curieux ce que je vous disais à propos de Staline avec le Z. On voit beaucoup de camions militaires et de police. Je ne sais pas si c'est à cause de la fête d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vais prendre un petit encas pour le voyage, car il me reste encore 4 heures de retour jusqu'à Vladikavkaz. Il m'a dit que j'ai 5 minutes. Le chauffeur était de bonne humeur. Je n'ai pas pu acheter de pirachki, mais j'ai pris une bouteille d'eau à 30 roubles 30 kopecks. Il disait que c'était cher. Je trouve ça moins cher. En général, ici, les prix sont plus bas qu'en Russie. Promesse tenue, déjà à Vladikavkaz, ici dans une aire de jeu très jolie d'ailleurs, pas pleine d'enfants, d'attractions, une fontaine, je me suis pris un pirochki à emporter. Ce n'est pas la meilleure présentation. Je vais être honnête avec vous, parce que ça doit se voir avec le fromage fondu. Dans ce cas, c'est au fromage et vert, ce qu'on appelle aux herbes. Même s'il en existe différents, il y en a à la viande, à la pomme de terre, à l'oignon ou pomme de terre oignon, bref, de toutes sortes. Au final, c'est une pâte comme une sorte de pizza farcie, ce ne serait pas le plus simple à décrire, mais bon, ce n'est pas vraiment une pizza, n'est-ce pas? Alors, comme le veut la tradition, je vais terminer la vidéo en portant un toast à votre santé. Pour vous, on se retrouve à la prochaine. Jetez un coup d'œil à l'hôtel, 47 étages.
l'idéologue du mouvement Juche. Ce que vous voyez ici, le soldat avec le bâton et l'autre avec cette arme. C'est un système qui a été développé, d'après ce qu'on nous a dit, pour détruire les avions ennemis.